Il suffit de fermer les yeux un instant. Imaginez, visualisez le cerveau humain moderne au travail. On peut le voir un peu comme un navigateur web. Mais attention, pas un navigateur bien rangé. Oh non, plutôt le genre avec 50 onglets ouverts en même temps. Exactement, avec un tableau croisé dynamique énorme sur le premier onglet et une boucle de courriels urgents qui s'actualise sur un autre. Et une messagerie interne qui clignote en rouge sans arrêt, bien sûr. C'est ça. Et le pire, c'est que quelque part, complètement caché dans un de ces 50 onglets, il y a de la musique forte qui joue. Une musique super stressante. Et impossible à arrêter parce qu'on ne trouve absolument pas d'où elle vient. Ouais, on clique frénétiquement partout, mais le bruit continue. C'est exactement ça, l'état de surcharge cognitive. C'est la réalité brute et franchement épuisante pour une immense majorité de personnes aujourd'hui. On a vraiment l'impression de se noyer dans l'information. C'est clair. Ok, décortiquons tout ça. Le but de notre exploration détaillée aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui fonctionne réellement pour faire taire cette fameuse musique de fond. Sans faire planter tout le système, idéalement. Voilà. Et on ne va pas juste balancer des astuces miracles lues sur Internet. On a sous les yeux un rapport généré par intelligence artificielle qui a digéré 15 années de recherche scientifique, de 2010 à 2025. Ça représente des dizaines de millions d'articles passés au crible. C'est un volume d'informations colossal. C'est énorme, oui. Et ce qui donne tout son poids à cette recherche, c'est la nature des données. On a écarté d'office les articles d'opinion ou les théories managériales à la mode. Les trucs qui ne reposent sur rien de concret, quoi. Exactement. Le rapport s'est concentré sur la science dure. Des essais contrôlés, des synthèses systématiques et surtout des expériences menées sur des adultes dans leurs vrais environnements professionnels. Donc on parle de vrais hôpitaux, de vrais bureaux en open space. C'est ça. Ça permet de voir comment la concentration s'effondre quand elle est soumise aux pressions réelles d'une journée, avec ses urgences et ses interruptions constantes. C'est justement ça qui rend la démarche passionnante. Si le problème de base, c'est cette surcharge, la première étape logique, c'est de regarder ce qui crée ces interruptions à la seconde près. Ce qui vient parasiter l'attention à l'instant T, en fait. Absolument. Et pour comprendre ça, le rapport nous emmène dans un milieu où une erreur d'inattention, ça ne se solde pas par une faute de frappe dans un email, ça se solde par un drame. Le milieu médical. Plus précisément, les soins ambulatoires et les urgences. Ouais, on a des données sur ce qui se passe quand on filtre les alertes des médecins. Et franchement, c'est dingue. Les chiffres sont vertigineux, oui. Les chercheurs ont observé des interventions visant à contrôler les notifications. L'idée, c'était d'intégrer des outils d'aide à la décision pour filtrer le bruit numérique. Et le reject pas ? Une augmentation de 78% de l'identification correcte des urgences médicales. Attends, 78%? Oui, 78% d'amélioration juste en gérant le flux d'informations. Et en parallèle, une amélioration de 16% dans la gestion des tests médicaux. C'est là que ça devient vraiment intéressant. 78% de réussite en plus pour identifier une urgence vitale simplement en bloquant des notifications. C'est littéralement la différence entre la vie et la mort. Et attention, ce ne sont pas des estimations basées sur le ressenti, ce sont des mesures extrêmement robustes basées sur des taux d'erreur objectifs et l'exigence mentale mesurée en temps réel. L'analogie qui me saute aux yeux, c'est celle d'un pilote de ligne. Imaginez un pilote qui doit poser un avion en pleine tempête avec des vents latéraux de 100 km/h. On ne va pas lui envoyer un SMS pour ses notes de frais à ce moment-là. Évidemment que non, on isole le cockpit, on lui donne un casque anti-bruit, on coupe toutes les communications no vitales. On lui donne que l'altitude et la vitesse. Exactement. Et c'est ce que ces données nous hurlent de faire pour le travailleur moderne. Un simple filtre technologique permet d'éviter des erreurs graves. Le mythe du professionnel multitâche vient de s'effondrer. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique sous-jacente de notre cerveau. Pourquoi un simple filtre a-t-il un impact aussi monumental ? C'est une bonne question, ouais. Tout se résume à l'architecture de la mémoire de travail humaine. Notre mémoire à court terme est un entonnoir extrêmement étroit. Elle ne peut retenir qu'un nombre très limité d'informations simultanément. Donc chaque pop-up, chaque collègue qui pose une question, ça bloque l'entonnoir. Voilà, ça agit comme un braqueur de banque. Ça vole des ressources cognitives immédiates. En bloquant ce flux, on ne rend pas le médecin plus intelligent, on préserve simplement sa bande passante. Donc, si on suit cette logique, couper les notifications intempestives, c'est mettre un garrot sur une hémorragie d'attention. Ça sauve l'instant présent. Oui, mais c'est seulement à l'échelle de l'heure, ça. Ouais. Si on dézoome un peu, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la semaine entière? Parce qu'on se heurte à l'autre grand fléau des entreprises, la réunionnite. Ah oui, les réunions à la chaîne. Là, on passe du niveau individuel au niveau structurel. Et les données rassemblées sur la restructuration du travail sont massives. On parle de dizaines de milliers d'employés, c'est ça? Tout à fait. Plus de 10 000 employés à travers de multiples secteurs.
Les chercheurs ont regardé ce qui se passe quand on réduit drastiquement la charge des réunions. Et les résultats donnent quoi? Ils montrent une dichotomie assez frappante. D'un côté, on observe une chute colossale de l'absentéisme. Les arrêts maladie et les absences pour épuisement fondent comme neige au soleil. C'est énorme. Oui, c'est un effet majeur et incontestable. Mais de l'autre côté, l'augmentation de la productivité pure, elle n'est que très modeste. Attends, il y a un truc qui cloche là. Ah bon? Bah oui. Pourquoi est-ce que l'absentéisme s'effondre littéralement alors que la productivité ne fait qu'un petit bond modeste? Si on libère les gens de 15 heures de réunion par semaine, ils devraient abattre une quantité de travail phénoménale, non? On pourrait le penser, en effet. Mon impression, en voyant ce décalage, c'est que réduire les réunions ne transforme pas les gens en machines de guerre ultra productives. Peut-être que ça les empêche juste de craquer. Capacité de travail et la productivité. Ok, tu peux préciser la différence? Bien sûr, la capacité de travail, c'est simplement l'état de santé physique et psychologique nécessaire pour se lever le matin, venir au bureau et faire face à ses tâches sans s'effondrer. Ouais, c'est la base de la survie, quoi. C'est ça. Les réunions constantes et l'hypersollicitation détruisent cette capacité. En allégeant le calendrier, on restaure simplement leur santé de base. Donc le véritable enjeu pour les organisations aujourd'hui, c'est d'arrêter de rendre les gens malades, pas de gratter 5% de productivité en plus. Absolument, la rétention des talents et la préservation de la santé mentale priment. Un employé présent à 80% de ses capacités de manière constante est infiniment plus précieux. Bah oui, bien plus précieux qu'un employé à 110% qui finit par faire un burn-out et s'arrêter 3 mois. Exactement. D'accord, on a géré la journée, on a coupé les notifications, on a taillé à la hache dans les réunions. Mais la journée finit bien par se terminer. Heureusement, on rentre chez soi ou en tout cas, on ferme son ordinateur. Et là, on aborde la récupération. Le cerveau doit redescendre. Et sur ce point, le rapport soulève des choses vraiment étonnantes sur la pleine conscience. Ah, ce fameux mot à la mode. Oui, la question de la récupération offre les résultats les plus contre-intuitifs du rapport. C'est-à-dire, D'une part, on a des preuves très solides sur l'ergonomie cognitive. Si on adapte l'environnement de travail pour qu'il respecte les limites du cerveau, la tension diminue. logique. Ensuite, il y a le détachement psychologique du travail. Les données montrent un effet positif, clair et net. Se déconnecter mentalement, créer une frontière étanche, ça fonctionne. Et pour la pleine conscience alors? C'est là que c'est surprenant. Contrairement au battage médiatique, les impacts de la méditation ou de la pleine conscience au travail sont classés comme incertains, voire totalement mixtes face à la surcharge. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Franchement, c'est d'une ironie mordante. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bah oui, la pleine conscience est vendue partout comme le remède ultime en entreprise. On offre des abonnements à des applications de méditation, on organise des séminaires de respiration entre 2 réunions de crise. Et la science vient nous dire que tout ça ne tient pas la route face à une vraie surcharge. C'est fascinant. Fermer brutalement son ordinateur à 18 heures est infiniment plus efficace que d'essayer de s'asseoir en tailleur pour accepter le stress. C'est un peu comme essayer de méditer pendant que la maison brûle au lieu de simplement sortir. L'analogie de la maison en feu est parfaite. C'est ce qu'on appelle l'écologie de l'information. L'environnement dicte le niveau de charge du cerveau. Si l'environnement est toxique par nature, le problème est architectural en fait. Exactement. On ne peut pas compenser une faille systémique par la seule volonté de rester zen. La charge cognitive est une donnée presque physique. Quand le vase est plein, respirez profondément, ne vide pas l'eau. C'est tout à fait ça. Seul le détachement psychologique permet au cerveau d'activer ses mécanismes de récupération profonde. Mais bon, avant de courir débrancher tous les routeurs de l'entreprise, il faut quand même faire preuve d'un peu d'esprit critique. Absolument. La science n'est pas un bloc parfait. En lisant l'analyse de ce rapport, j'ai vu qu'il y a pas mal de voyants rouges qui s'allument sur la façon dont ces études sont menées. On doit regarder sous le capot pour voir les défauts du moteur. C'est indispensable. Toute cette littérature souffre de vulnérabilités méthodologiques importantes. Le rapport est très clair sur les risques de biais. Par exemple, Déjà, beaucoup d'expériences s'appuient sur des échantillons trop réduits pour en tirer des lois universelles. Ensuite, il y a un problème de mesure. Les chercheurs ont tendance à mélanger des données subjectives avec des données purement objectives. ils mélangent des choux et des carottes en gros. Exactement. Mais la limite la plus critique, c'est l'absence presque totale de suivi sur le long terme. On connaît très mal les effets au-delà de quelques mois. Le manque de vision à long terme, c'est le grand classique de la recherche sur le comportement. C'est exactement comme l'industrie des régimes miracles. Comment ça? On trouve un nouveau régime, on le teste sur un groupe pendant 3 jours. Ils perdent 1 kilo d'eau, on arrête l'étude, on publie un article triomphal et on passe à autre chose.
Sauf qu'on ne regarde jamais si 6 mois plus tard, la personne a repris le double du poids. C'est une excellente comparaison. Pour notre histoire de surcharge cognitive, j'ai la même crainte. Si on installe un nouveau logiciel bloquant les notifications, ça marche fort au début parce que c'est nouveau. Mais ensuite, Cela soulève une question importante qu'on appelle l'effet de nouveauté. Lorsqu'on introduit une nouvelle méthode, l'attention des employés est stimulée par le simple fait que la routine est brisée. ouais, comme l'outil d'aide à la décision pour les médecins qui augmente la détection de 78%. C'est fantastique sur le moment. Mais que se passe-t-il un an plus tard? Est-ce qu'ils finissent par développer une fatigue des alertes? Il finirait par ignorer l'outil comme on ferme machinalement un pop-up sur Internet sans le lire. Voilà. Sans études longitudinales sur plusieurs années, on navigue encore un peu à vue sur la pérennité de ces solutions. On n'a pas toutes les certitudes sur la durée, certes, mais l'urgence est là. Alors comment on synthétise tout ça? Qu'est-ce qu'on retient de cette montagne de données pour survivre à la journée de demain? Le message central, c'est qu'il faut arrêter de chercher la solution dans des hacks de productivité ou des gadgets mentaux. La seule vraie défense, c'est la coupe franche. Un contrôle implacable des interruptions, réduire les réunions de manière quasi chirurgicale et imposer un détachement psychologique radical. Et peut-être le plus libérateur dans tout ça, on peut laisser tomber la culpabilité de ne pas être assez zen. La pleine conscience ne nous sauvera pas d'un bureau chaotique. La science nous autorise enfin à arrêter de faire semblant. Tout à fait, et pour toute personne qui rentre chez elle le soir avec le cerveau en bouillie, incapable de lire un livre à cause de l'épuisement, ces données prouvent une chose fondamentale. Cet épuisement n'est pas un échec personnel. Exactement. Ce n'est pas un manque de volonté ou de compétence. C'est le résultat biologique d'un cerveau confronté à une architecture informationnelle qui dépasse ses capacités naturelles. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec une réflexion qui va un peu au-delà des études elles-mêmes. Je t'écoute. Quand on regarde bien, presque toutes les solutions testées par la science visent l'individu. On donne à l'employé une application pour bloquer les notifications, on lui demande de s'organiser différemment, c'est le niveau micro. C'est vrai, les interventions ciblent rarement la structure globale de l'entreprise, le niveau macro. Voilà. Et ça pose une question troublante. Est-ce que les grandes organisations ne se servent pas de ces petites astuces individuelles comme d'une excuse très pratique pour ne surtout pas avoir à réformer leurs problèmes systémiques? C'est une excellente question à se poser. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'exiger de notre cerveau, à coup de pansement technologique, de compenser les défaillances des entreprises de demain? Eh bien, c'est une pensée à garder dans un coin de la tête la prochaine fois qu'on tentera de fermer désespérément ces 50 onglets ouverts et de faire taire enfin cette musique de fond.